Salut à tous, bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui on va traiter l'UFC Fight Night 243, Moïcano versus Saint-Denis et récap l'UFC 306, O'Malley versus Dvalishvili. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines pronostics. Un pouce en l'air pour le référencement si la vidéo vous plaît, ça aide énormément au développement de la chaîne. Vous pouvez laisser un commentaire, je vous réponds avec plaisir les amis. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, là où je partage les tickets gagnants des vidéos précédentes. Facebook, TikTok et Instagram, les liens ils sont dans la description de la chaîne. Si vous voulez d'autres pronostics, vous tapez sur Google mmaprono.com, vous tombez directement sur le site et les pronos sont très pertinentes. Aussi, MMA francophone pour les pesées, les countdowns en français et les conférences de presse. Et Moment MMA pour l'actualité chaque semaine, c'est la meilleure chaîne du genre. Alors pour l'UFC 306, on avait 5 combats à la carte principale. En retrouvant en premier en flyweight Ronaldo Rodriguez contre Odd Osbourne, je vous avais conseillé de choisir Rodriguez. Alors il s'est fait quand même des petits combats, ça a été fait, mais il est sûr prendre le combat à son avantage et remporter la victoire par décision unanime. On en est à 1 de bon pour le premier prono. On retrouve ensuite catégorie lightweight Daniel Zellhuber contre Esteban Ribovic. Je vous avais conseillé de choisir Daniel Zellhuber. Avec sa taille et son striking, je pensais qu'il pourrait faire la différence, mais c'est Ribovic qui s'était montré le plus dangereux. Ça a été une guerre, un combat extrêmement divertissant. Et malheureusement, Daniel Zellhuber, qui je pense allait sûrement se diriger vers une décision, a perdu le combat dans le 3e round parce qu'il a bien failli se faire mettre KO. Alors il a tenu bon, ça a été très difficile de rester debout jusqu'à la fin. Mais au final, il a perdu le combat par split decision. Donc victoire de Ribovic. Je vous avais conseillé donc de choisir Zellhuber, donc erreur pour celui-ci. On retrouve ensuite catégorie featherweight en 3e combat, Brian Ortega contre Diego Lopez. Je vous avais conseillé de choisir Diego Lopez, je pensais qu'il pourrait faire la différence grâce à son striking et qu'au sol, Brian Ortega n'aurait pas les clés face à un très bon Jiu-Jitsika comme Diego Lopez. Et au final, Brian Ortega s'est fait toucher dès la première minute très durement. Il a réussi à tenir, je ne sais même pas comment il a fait pour ne pas se faire finir parce que les frappes avaient l'air quand même de faire très mal. Et Diego Lopez a su tenir le combat jusqu'à la fin. Alors quelques alertes quand même dans le dernier round au niveau du cardio, je trouvais qu'Ortega était plus en jambes que Lopez dans le dernier round. Heureusement qu'il n'y avait que 3 rounds sur ce combat. Donc victoire de Diego Lopez par décision. Et on en est donc à 2 sur 3 pour les pronos. On retrouve ensuite en co-main event catégorie flyweight pour la ceinture mondiale. La championne Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko. Je vous avais conseillé de choisir la mexicaine. Je pensais que Grasso saurait reproduire ce qu'elle avait fait dans le 2e combat où selon moi elle avait remporté l'affrontement. Malheureusement il y a eu un problème de game plan je pense. Et ça s'est pas passé du tout comme prévu, elle a passé déjà les 2 premiers rounds au sol et ça a continué comme ça jusqu'à la fin quasiment, elle tentait des soumissions mais rien n'est passé et au final Valentina a récupéré sa ceinture. Donc erreur pour le pronostic, le 4e prono, ça fait 2 sur 4. Il restait plus que le main event, on retrouvait pour la ceinture bantamweight le champion Sean O'Malley contre le plus dangereux des challengers, Merab Dvalishvili. Je vous avais conseillé de choisir le géorgien, j'étais quand même j'avais du mal très indécis on va dire sur ce combat là, j'avais eu du mal à faire mon choix et au final j'étais quand même parti sur Merab après avoir revu Sean O'Malley subir beaucoup de takedowns contre Petr Yan. Je m'étais dit que ça allait vraiment être compliqué contre le géorgien et au final c'est ce qui s'est passé. Sean O'Malley, le game plan n'est pas passé, comme s'il attendait le contre à chaque fois et Merab ne lui a offert aucun moment, justement aucune erreur, il est resté propre sur ses rentrées en takedown et il a dominé l'américain sur l'ensemble du combat. Donc Merab c'est le nouveau champion. On en termine donc à 3 sur 5 pour les pronos, ce qui est pas mal, des beaux combinés que j'ai partagés sur les réseaux, n'hésitez surtout pas à les regarder les amis. Alors l'UFC Fight Night 243, Moïcano versus Saint-Denis se tiendra le samedi 28 septembre et on retrouve 6 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat catégorie lightweight, Fares Ziam contre Matt Frevola. Fares Ziam il est français, il a 27 ans, 15 victoires et 4 défaites en carrière. Sur les 15 victoires, on a 5 finishes par KO technique, 4 soumissions et 6 décisions. Pour ces 4 défaites, il a perdu 3 fois par soumission et 1 fois par décision. Il est sur 3 victoires d'affilée à l'UFC. Il a battu Claudio Puel, c'était par split decision, c'était au mois de février 2024. Avant ça, il avait battu G. Herbert au mois de juillet l'année dernière par décision. Et il avait également une victoire par décision au mois de septembre 2022. Si on remonte plus en arrière, il avait perdu par soumission au premier round en 2 minutes contre Terence McKinney. C'était au mois de février 2022 où il s'était fait attraper en étranglement arrière. Il avait eu 2 belles victoires en 2021 et 2020. Alors une décision majoritaire et une décision unanime. Et avant ça, il avait perdu également un combat par décision en septembre 2019.
Si on remonte plus en arrière, il combattait encore dans les petites organisations. C'était avant qu'il intègre l'UFC. Il avait quand même enchaîné 5 belles victoires donc avant d'intégrer l'UFC. Donc pour l'instant à l'UFC, il a enchaîné 5 victoires, 2 défaites, une par soumission. Le reste, c'est que des décisions. Pour l'instant, on n'a pas de finish à l'UFC pour Fares Ziam. Il est donc opposé à l'américain Matt Frevola, qui a 34 ans, 11 victoires pour 4 défaites en carrière. Sur les 11 victoires, on a 4 finishes par KO technique, 3 soumissions et 4 décisions. Pour ces 4 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa défaite par KO au premier round contre Benoît Saint-Denis au mois de novembre l'année dernière, où il avait perdu en prenant un gros high kick après une rupture de contact contre la cage. Avant ça, il avait quand même enchaîné 3 belles victoires, l'américain. Il avait battu, il avait quand même impressionné, il avait battu Drew Dober par KO technique au premier round. Avant ça, il avait battu Othman Aizetar par KO également au premier round. Et il avait aussi une victoire par KO technique au mois de janvier 2022 au premier round contre Genaro Valdez. Si on remonte en 2021, il avait subi 2 défaites, une contre Terence McKinney par KO au premier round en seulement 7 secondes où il s'était fait toucher dès les premiers enchaînements. Et avant ça, il avait une défaite par décision en janvier 2021 contre Armand Saroukan. Si on remonte un peu plus en arrière, il avait battu également Jalin Turner. Il avait eu, ça c'était un match nul contre Lando Vannata en novembre 2018, si on remonte 6 ans en arrière. Bon, il est à l'UFC depuis un moment, l'américain. Il a quand même affronté des gros noms, des plus gros noms que Fares Ziam. On va aller regarder les cotes. Alors on trouve favori le français Fares Ziam avec une cote à 1,80 et une cote à 1,90 pour l'américain Matt Frevola. Ça reste quand même très serré et le français est légèrement favori. Alors je pense que ça va être quand même un combat assez compliqué pour le français. C'est le plus gros nom qu'il affronte aujourd'hui sur le papier. Et ses derniers combats contre Gerbert et Claudio Puel, ça a été des décisions compliquées. Contre Puel, il a quand même passé pas mal de temps au sol, le français. Il y a eu pas mal de retournements. Il se retrouvait pris en montée. Lui, après, il arrive à retourner la situation, à prendre la montée, à tenter des soumissions. Ça a quand même été assez compliqué. Une victoire par split decision parce qu'il avait clairement perdu le 3e round. Donc c'était vraiment compliqué ces combats à l'UFC. Pour l'instant, on n'a pas de finish. Il est encore un petit peu timide, je trouve, Fares Ziam. Mais après, il est très jeune, il a que 27 ans. Il manque encore d'expérience. L'expérience du coup sera du côté de l'américain. Matt Frevola, lui qui a déjà 34 ans. Et même si on l'a vu se prendre un gros KO contre Benoît Saint-Denis, il était quand même sur des victoires assez impressionnantes. Une série de 3 victoires avec des finishes tout au premier round. Je pense qu'il va chercher à rentrer assez rapidement dans le combat, l'américain. Et j'ai peur que le français se retrouve sur le dos plusieurs fois. Je pense que le striking, l'américain, il va chercher le coup dur. Le français va sûrement essayer de tourner, d'essayer de prendre le contrôle du combat, mais ça me paraît quand même difficile. Il est légèrement favori, Fares, mais je suis pas certain qu'il réussisse à passer l'américain. C'est de toute façon le plus gros combat pour l'instant, le combat test pour Fares. Et s'il réussit à remporter cette victoire, on pourra commencer à parler de lui un peu plus sérieusement. Mais pour l'instant, je suis vraiment pas certain avant le combat de voir une victoire de Fares Ziam. Alors, un finish, pour l'instant, vu qu'il n'en a pas à l'UFC, c'est toujours compliqué de s'imaginer qu'il peut être capable de finir Matt Frevola par soumission ou par KO. Il a quand même pourtant beaucoup de victoires par finish, le français 9 sur ses 15 victoires. Mais pour l'instant, à l'UFC, encore peut-être un petit peu timide dans ses combats. Donc, le fait d'être en France, j'espère que ça va un petit peu le booster, mais j'ai du mal à avoir une victoire de Fares Ziam. Je pense que le choix le moins risqué, ça reste quand même de choisir l'américain. Donc je vous conseille de choisir Matt Frevola, les amis. Je pense que ça reste quand même le choix le moins risqué. On retrouve ensuite en deuxième combat catégorie Featherweight, Morgan Charrière contre Gabriel Miranda. Alors Morgan Charrière, il est français, il a 28 ans, 19 victoires pour 10 défaites en carrière. Sur les 19 victoires, on a 11 finishes par KO technique, 3 soumissions et 5 décisions. Pour ces 10 défaites, il a perdu une seule fois par soumission et 9 fois par décision. Alors son dernier combat, c'est une défaite par split decision contre José Mariscal au mois d'avril 2024. Ça avait été un combat quand même compliqué. Morgan Charrière, il s'est bien battu. Je pensais même qu'il aurait pu remporter le combat, mais les quelques moments qu'il a passé sur le dos ont joué pour la défaite. Il était quand même sur une belle série de 4 victoires d'affilée, dont pour son premier combat à l'UFC, une victoire au premier round par KO en 3 minutes 50. Il avait réussi à terminer son adversaire avec un gros kick au corps et à le terminer en grand handpound au sol. C'était au mois de septembre l'année dernière à l'UFC Paris. Avant ça, il combattait encore en Angleterre au Cage Warrior. Il avait eu des victoires par KO technique contre Diego Silva. C'était au mois de juillet 2023. Donc pour l'instant, il reste encore à prouver pour Morgan Charrière. Il est donc opposé à Gabriel Miranda.
Miranda, il est brésilien, il a 34 ans, 17 victoires pour 6 défaites en carrière. Sur les 17 victoires, on a une seule victoire par KO technique, 16 soumissions, c'est énorme. Et sur ces 6 défaites, il a perdu 2 fois par KO technique et 4 fois par décision. Il est sur une victoire par soumission en moins d'une minute pour son dernier combat contre Shen Yung au mois de septembre l'année dernière. Avant ça, il avait perdu par KO technique contre Benoît Saint-Denis au mois de septembre 2022. Si on remonte avant ça, il était quand même sur 3 victoires par soumission. Il avait soumis, c'était Diego Siqueira, c'était au mois d'octobre 2021. Il avait soumis en à peine une minute. Donc il est dangereux au sol, hein, le Brésilien. Il avait, sinon on remonte pour sa dernière défaite à part contre Benoît Saint-Denis. Il avait perdu par décision. C'était en décembre 2018. Donc pour l'instant, ça reste quand même sur le papier un adversaire assez solide. Alors c'est sûr que le striking va être du côté du français. On va aller regarder les cotes. Alors on trouve Morgan Charrière favori avec une toute petite cote à 1,11 et une énorme cote à 5,60 pour le Brésilien Gabriel Miranda. Alors comme je le disais juste avant, le striking va vraiment être à l'avantage du français. Le Brésilien, sur ses 17 victoires, il a quand même 16 finishes par soumission. Il va être extrêmement dangereux au sol. Il faudra que le français soit très prudent. Le nombre de défaites qu'a Morgan Charrière par décision, 9 défaites par décision, c'est parce qu'il a passé beaucoup de combats sur le dos, à ne pas trouver la clé pour se remettre debout et utiliser son striking. Alors il a commencé sa carrière très jeune aussi, il faut se dire qu'il a que 28 ans et il a déjà 30 combats quasiment à son actif, il faut se rendre compte. Il a beaucoup progressé, il était sur une belle série de victoires. Face à José Mariscal, ça a été compliqué, il n'a pas réussi à trouver la clé pour se relever. Je pense que contre Gabriel Miranda, ça devrait être quand même moins compliqué. Il a pas le même physique que Mariscal et même s'il a énormément de victoires par soumission, c'est certain que c'est ce qu'il va chercher. De toute façon, le game plan du Brésilien, ce sera de chercher le sol et la soumission. Il ne va pas s'attarder longtemps debout, j'imagine, contre Morgan Charrière. Mais je pense que le striking, donc du coup, étant l'avantage du français, c'est quand même lui qui partira avec l'avantage pour trouver le chemin vers la victoire. Et c'est pour ça qu'il est énormément favori. Donc je vous conseille de choisir Morgan Charrière, les amis. Je pense que ça reste quand même le choix le moins risqué. On trouve ensuite catégorie welterweight, le français Kevin Jousset contre Bryan Battle. Alors Kevin Jousset, du coup, comme je viens de le dire, il est français, il a 31 ans, 10 victoires pour 2 défaites en carrière. Sur les 10 victoires, on a 4 finishes par KO technique, une soumission et 5 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par KO technique et une fois par décision. Pour l'instant, il est sur une série de 5 victoires. Sa dernière défaite remonte au mois de juillet 2022. C'était avant d'intégrer l'UFC. Et il avait également perdu sa deuxième défaite, c'était par KO technique. Donc au mois d'octobre 2019, c'était contre Jack Della Maddalena. Sinon, depuis, il a intégré l'UFC, c'est au mois de septembre l'année dernière, à l'UFC 293, où il a soumis son adversaire au premier round. Ensuite, il a battu Kenan Song pour son deuxième combat au mois de décembre 2023 par décision unanime. Il est donc opposé à Bryan Battle. L'Américain, il a 30 ans, 10 victoires pour 2 défaites en carrière. Sur les 10 victoires, on a 3 finishes par KO technique, 5 soumissions et 2 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par soumission et une fois par décision. Il est sur un no contest pour son dernier combat, malheureusement à cause d'un IPOC. C'était contre Angelosa au mois de mars 2024. Et il se dirigeait quand même vers la victoire. Ça avait été un début de combat qui était quand même à l'avantage de Bryan Battle. Avant ça, il avait soumis A.J. Fletcher au mois de septembre l'année dernière. Et il avait battu Gabriel Green par KO en 14 secondes. C'était au mois de mai 2023. Si on remonte un peu plus en arrière, il avait eu une seule défaite donc à l'UFC par décision au mois de décembre 2022 contre l'invaincu et très très gros lutteur Rinat Fakhretdinov. C'était un combat pas à sens unique. Il avait quand même apporté une belle guerre, une énorme opposition quand même à Rinat. Donc Bryan Battle, c'est un très gros client pour Kevin Jousset. On va aller regarder les cotes. Alors on trouve favori Bryan Battle avec une cote à 1,58 et une cote à 2,23 pour Kevin Jousset. Donc effectivement l'Américain est favori, ça ne me surprend pas parce qu'il a un petit peu plus quand même d'expérience que le Français à l'UFC. Il a déjà fait 7 combats dans la cage, même oui 7 combats c'est ça. Alors même s'il reste sur un no contest pour son dernier combat, il se dirigeait clairement vers la victoire contre Angelosa. Kevin Jousset du coup je pense que ça va être compliqué sur lui. Son adversaire en striking c'est extrêmement dangereux. Il va falloir que le Français soit très prudent. Kevin Jousset il est assez complet, il est capable de soumettre comme effectivement de striker, mais je pense qu'il sera quand même pas à l'aise face à Bryan Battle qui va lui est très agressif. Et je vois pas beaucoup de clés pour la victoire, je suis pas certain que Kevin Jousset puisse réussir à dominer au sol Bryan Battle comme Rinat l'avait fait. C'est vraiment pas un cadeau hein, pour son 3e combat à l'UFC à Kevin Jousset, Bryan Battle c'est quand même un sacré bourbier. Et j'ai du mal à voir un chemin pour la victoire pour le Français.
Dominer le combat par décision, je pense pas. Non, je pense que ça va être compliqué dès le premier round. Je pense que Bryan Battle, il va lui amener énormément d'adversité en striking. Et ça me paraît difficile d'aller choisir le français, les amis. Je pense que c'est trop risqué. La cote, elle est quand même intéressante à 2,23, mais non, je pense que le choix le moins risqué, ça reste quand même de choisir l'américain. Donc je vous conseille de choisir Bryan Battle, les amis. Mais restez quand même prudent sur ce combat. Ainsi que sur le combat d'avant, d'ailleurs. Hein, je ne l'ai pas précisé, mais sur Fares Ziam contre Matt Frevola, ça reste quand même des combats assez difficiles à pronostiquer. Donc je vous conseille de rester prudent, mais de choisir l'américain Bryan Battle. On retrouve ensuite en quatrième combat catégorie Featherweight, William Gomis contre Joanderson Brito. William Gomis, il est français, il a 27 ans, 13 victoires pour seulement 2 défaites en carrière. Sur les 13 victoires, on a 7 finishes par KO technique, une soumission et 5 décisions. Ces 2 défaites, il a perdu une fois par soumission et une fois par décision. Il est sur une série de victoires depuis qu'il est à l'UFC, 3 combats, 3 victoires. Avant ça, il avait combattu ORS, par exemple, ou d'autres organisations européennes. À l'époque, par exemple, ces 2 défaites remontent en 2016, à l'époque du 100% fight. Il avait perdu donc par soumission contre Morgan Charrière et par décision unanime pour son tout premier combat contre Saladin Parnasse, rien que ça. Donc pour l'instant, 2 défaites contre 2 autres compatriotes pour William Gomis. Depuis qu'il est à l'UFC, donc son dernier combat, c'est une victoire contre un autre français, Yanis Gemouri, par KO technique, avec l'arrêt un petit peu controversé après le coup dans la coquille, qui n'en était pas un selon l'arbitre, donc ça avait été voilà, un petit peu controversé, mais c'était une victoire donc quoi qu'il arrive, puisque Gomis avait quand même dominé Gemouri sur l'ensemble des 2 premiers rounds. Avant ça, il avait eu un combat avec une victoire difficile par split decision contre Francis Marshall, où il avait dominé les 2 premiers rounds, mais il avait vraiment perdu le 3e round. William Gomis, ça avait été compliqué, il avait été attrapé en soumission, il n'avait pas tapé, hein, il avait montré énormément de résistance, la prise pourtant était assez bien placée, mais c'est là où il a montré justement qu'il était très solide, très résistant et avec beaucoup de cœur, le français. Avant ça, il avait également une victoire, mais par décision majoritaire contre Jarno Erens, c'était au mois de septembre 2022, il y a 2 ans. Donc pour l'instant 3 victoires à l'UFC, mais des décisions pour les 2 premiers combats et un KO technique un petit peu controversé donc pour son 3e combat. Donc c'est pas non plus extrêmement spectaculaire pour le français pour l'instant à l'UFC. Il est donc opposé au très dangereux brésilien Joanderson Brito. Il a 17 victoires pour 3 défaites en carrière. Et j'ai oublié de préciser, il a 29 ans le brésilien. Donc 17 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur les 17 victoires, on a 8 finishes par KO technique, 7 soumissions et seulement 2 décisions. Donc énormément de finitions. Pour ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et une fois par décision. Sa dernière défaite remonte quand même au mois de janvier 2022, et c'était contre Bilal Geo, il avait perdu par décision unanime. Ces dernières fois où il a perdu par finish, faut remonter quand même en 2016. En 2015 même, où il avait perdu par KO technique, c'était seulement son 3e combat, et la soumission, il avait perdu en 2013, et c'était vraiment son premier combat tout simplement en MMA. Depuis qu'il est arrivé à l'UFC, c'était au Dana White Contender en août 2021. Il a battu ni plus ni moins que le nouveau numéro 3 de la catégorie, Diego Lopez. Et effectivement, alors ça avait été une victoire par décision, mais c'était après un coup dans un high pop, pardon, excusez-moi. Il y en avait eu même plusieurs pendant le combat. C'était le 2e. Ils avaient stoppé le combat et donné la victoire par décision pour le Brésilien. Enfin, ils sont tous les 2 Brésiliens, mais pour Brito. Ce que j'avais pas vraiment compris, parce que Diego Lopez avait quand même apporté une belle adversité, même s'il avait perdu le premier round. Dans le 2e, il avait commencé un petit peu à se trouver, c'était quand même à l'avantage de Brito, mais Lopez avait apporté une belle opposition. Donc ça reste quand même sur le papier une victoire par décision donc pour Brito. Et après ça, il a eu donc sa défaite contre Bilal Geo. Pour son vrai premier combat à l'UFC, je pense qu'Algeo avait encore un peu trop d'expérience pour le Brésilien. Et il avait réussi à contrer son jeu. Ensuite, il a enchaîné les victoires avec un KO technique contre André Fili, c'était en à peine 40 secondes. Il n'y avait pas eu de combat. Ensuite, il a soumis Lucas Hernandez au mois d'octobre 2022. Il a mis KO ensuite, c'était Westin Wilson au premier round au mois de juillet l'année dernière. Ensuite, il a soumis Jonathan Pierce au mois de novembre 2023. Et son dernier combat, par KO technique, où il a complètement détruit la jambe de Jack Shore. Et il a battu donc par KO technique au 2e round. Donc le Brésilien, c'est un bourbier pour le Français. Sur le papier, ça va vraiment être compliqué pour William Gomis. On va aller regarder les cotes. Alors on trouve favori le Brésilien Brito avec une petite cote à 1,33 et une énorme cote à 3 tourons pour William Gomis. Alors sur le papier c'est logique, hein, le Brésilien il a énormément de finish, il a déjà plus de combats à l'UFC que William Gomis. Sur le papier il paraît quand même beaucoup plus complet. Je pense qu'il y a quand même une carte à jouer pour William Gomis, c'est le fait qu'il soit plus grand, que ce soit un combattant qui rentre pas à faire la guerre, et pour essayer de casser un peu la technique de Brito, ce serait sûrement le style parfait, un peu le style fuyant en essayant de toucher,
ressortir sans prendre de risques. William Gomis, il est très fort là-dessus, il a aussi de bons coups de pied. Mais j'ai quand même peur que, en voyant les combats de Brito, par exemple, Brito il avait mis KO, si on remonte un peu plus en arrière, avant l'UFC, c'était avant ses débuts, avant qu'il affronte Diego Lopez, il avait juste avant son dernier combat, donc en dehors de l'UFC, c'était au LFA 65, il avait mis KO José Mariscal. Au premier round en 44 secondes avec un enchaînement de crochets, c'était une guerre. Et vraiment, c'est là qu'on voit que dès le début, il rentre dedans. Sachant que William Gomis est plutôt du genre à commencer tranquillement, je me dis que là, il va pas avoir le choix. Brito, il va lui rentrer dedans. Et si le Français, il n'arrive pas à gérer le premier round, il risque de se retrouver sur le dos. J'ai peur que le Brésilien le fasse tomber, le contrôle au sol, cherche la soumission, fasse voilà, des dégâts avec les frappes. Je me dis quand même que Gomis, il est quand même assez sérieux. Il a quand même une confiance en lui. Il est jeune aussi, il a que 27 ans. Et je me dis qu'il y a quand même une clé à jouer peut-être vers la victoire pour le Français. Ça me paraît quand même difficile, hein. Je ne la voyais pas pour Kevin Jousset juste avant face à Brian Battle, mais je me dis que Gomis, avec son style, de par son gabarit, il est grand pour la catégorie et il pourrait peut-être ennuyer le Brésilien. Donc tout va dépendre du premier round. Je pense que si, dans le premier round, William Gomis il arrive à frustrer le Brésilien en l'empêchant d'installer son jeu, ce qui s'était passé justement pour Brito quand il avait perdu contre Bill Algeo, il y a peut-être une clé pour la victoire pour le Français, mais c'est vraiment une gamble, les amis. C'est compliqué, mais j'ai quand même envie d'y croire. Je me dis que Gomis, pour l'instant, il n'a pas perdu à l'UFC. Ça a été des combats très difficiles, mais des victoires, ça a été quand même des victoires. Et pour l'instant, il a perdu une seule fois par soumission dans son début de carrière, donc pour aller le finir, ça va être difficile. Ça pourrait être une défaite de Gomis par décision, où le Brésilien le domine sur l'ensemble du combat, en plaçant beaucoup de takedowns, en le contrôlant au sol, en mettant plus de frappes, plus de volume. Mais je me dis qu'il y a quand même une gamble à tenter sur Gomis. Alors c'est risqué, les amis, c'est pas le choix le moins risqué. Mais je vous conseille de choisir William Gomis. Il a une grosse cote à 3, il y a quand même peut-être une carte à jouer. Il a les armes pour aller chercher la victoire contre Brito, mais ça va être difficile. Donc restez prudent sur ce combat-là. Si vous voulez pas prendre de risques, vous pouvez choisir Brito. Mais sur ce combat-là, j'ai envie de choisir quand même le Français. Je me dis que le fait peut-être d'être aussi à domicile, il pourrait être galvanisé devant la foule. Et il a une grande confiance en lui, Gomis aussi, donc ça peut jouer. Donc je vous conseille de choisir William Gomis, mais restez très prudent les amis. On retrouve ensuite en co-main event Nassourdine Imavov contre Brandon Allen. Alors le combat avait été changé, il était plus co-main event, il est repassé co-main event, je sais pas si ça va rechanger d'ici là, mais on va le traiter comme tel. Donc du coup, Nassourdine Imavov, il est français, il a 29 ans, 14 victoires pour 4 défaites en carrière. Sur les 14 victoires, on a 6 finishes par KO technique, 4 soumissions et 4 décisions. Pour ces 4 défaites, il a perdu une seule fois par soumission et 3 fois par décision. Il est sur une série de 2 victoires contre Jared Cannonier par KO technique au 4e round, où ça avait été un arrêt un peu controversé, mais quand on voit comment Jared Cannonier a perdu son dernier combat contre Caio Borralho avec un petit peu de la même façon, où cette fois l'arbitre a laissé, l'Américain n'a pas réussi à revenir. Je ne suis pas certain qu'il aurait réussi à revenir également contre Nassourdine Imavov. Donc à 40 ans, je pense que l'arbitre avait bien fait d'arrêter le combat pour protéger au moins son cerveau et ses neurones. Donc victoire contre Jared Cannonier pour Nassourdine Imavov. Avant ça, il avait battu Roman Dolizé par décision majoritaire au mois de février 2024. C'était pour moi une décision unanime. Mais bref, on va pas s'attarder là-dessus. Avant ça, il avait eu son no contest au mois de juin l'année dernière contre Chris Curtis à cause d'un coup de tête accidentel. Si on remonte au mois de janvier 2023, il avait perdu par décision unanime contre Sean Strickland. Un combat très très compliqué, mais où je pense que quand même Nassourdine Imavov avait montré de belles choses. Un combat qui lui a sûrement beaucoup appris. Et il avait même réussi à gagner le 5e round contre Sean Strickland. Si on remonte plus en arrière, il avait battu par décision unanime Joachim Buckley au mois de septembre 2022. Et il avait battu par KO technique au mois de novembre 2021 Edmen Shabazian. Il avait également battu Yann Heinisch par KO technique en juillet 2021 et une défaite, c'était par décision majoritaire au mois de février 2021 contre Phil Hawes. Il est donc opposé à l'américain Brandon Allen qui a 28 ans, 24 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur les 24 victoires, on a 5 finishes par KO technique, 14 soumissions et 5 décisions. Pour ces 5 défaites, il a perdu 2 fois par KO ou KO technique, 1 fois par soumission et 2 fois par décision. Il est sur une belle série de victoires. Sa dernière défaite remonte à décembre 2021 où il avait perdu par KO technique contre Chris Curtis. Il a du coup pris sa revanche lors de son dernier combat où il a battu Chris Curtis cette fois-ci par split decision. Ça a été quand même un combat compliqué, surtout au niveau du striking, où il s'est fait sonner, il a failli se faire finir plusieurs fois. Je me rappelle dans le combat Brandon Allen, il a réussi à trouver la clé donc au sol. Avant ça, il avait soumis l'américain Paul Craig. C'était au mois de novembre 2023. Il avait battu le Brésilien Bruno Silva au mois de juin 2023 par soumission également. André Muniz, le Brésilien par soumission également, c'était en février 2023. Donc 3 victoires
en 2023 et 3 soumissions pour l'américain. Avant ça, il avait également une victoire par soumission en 2022. Deux même, excusez-moi, il avait soumis Sam Alvey juste avant donc sa défaite contre Chris Curtis. Il avait également une défaite par KO technique, c'était en novembre 2020 contre Sean Strickland. Donc l'américain, il est très très fort au sol. C'est pas un gros lutteur, mais il est très fort en grappling. Et il cherche souvent la soumission, il cherche le finish. Et il le trouve souvent, donc beaucoup de finitions sur ses 24 victoires. On va aller regarder les cotes. Alors on retrouve favori le français Nassourdine Imavov avec une cote à 1,42 et une cote à 2,63 pour l'américain. Ça reste quand même effectivement en l'avantage du français, ce qui est assez logique. Je pense que le striking sera nettement de l'avantage de Nassourdine Imavov. L'américain le sait. Après, il a énormément progressé ces dernières années en striking, mais on a vu dans son dernier combat contre Chris Curtis qu'il reste quand même très ouvert. Et je pense que l'américain devra être prudent face au français. Je le vois bien essayer d'aller chercher assez rapidement le contact et essayer d'emmener le combat au sol. Forcément, il aura l'avantage au sol, mais le français Nassourdine a une très bonne lutte aussi. Il est très bon en défense. Je pense que Nassourdine serait capable de défendre, les amener au sol ou de contrer vraiment les tentatives de Brandon Allen. Alors si ça part au sol, il faudra que Nassourdine soit prudent. Même si je pense que Nassourdine se retrouve au sol au-dessus, je pense pas qu'il faudra qu'il s'attarde vraiment longtemps comme contre Roman Dolidze. Il restait au sol alors que son coin lui conseillait de se relever. Je pense que contre Brandon Allen, s'il a l'occasion de se relever, il faudra qu'il la saisisse immédiatement. Il ne faudra pas prendre de risque, parce que sinon, à moins vraiment d'avoir réussi à sonner l'américain et de chercher le finish. Mais voilà, je pense que l'avantage de Nassourdine sera principalement debout en striking. Je pense qu'il a les armes même pour finir Brandon Allen. Alors après, l'américain est solide, on l'a vu dans son dernier combat contre Chris Curtis, il a failli se faire finir, mais il a su tenir et aller chercher la victoire. Là, c'est un combat en 3 rounds du coup, alors si ça n'a pas changé d'ici là, c'était en 3 rounds. Nassourdine Imavov ne voulait pas de 5 rounds. C'était l'américain qui avait demandé, il y avait une réponse même de l'entraîneur de Nassourdine qui disait que l'américain n'avait pas à demander de 5 rounds et que voilà, c'était déjà Nassourdine qui est nettement classé au-dessus dans le top 10. L'américain n'avait pas grand chose à demander là-dessus. En gros, c'était un peu ça la réponse. Donc je pense que la clé de la victoire pour Nassourdine, donc, ce sera de rester en striking, d'imposer son rythme. Je pense qu'il peut même trouver le finish, c'est une possibilité. Mais le plus sûr, à mon avis, ce sera une victoire par décision. Donc je pense que le français va remporter ce combat par décision unanime. Je vous conseille donc de choisir Nassourdine Imavov, les amis. Restez prudents quand même dans ce combat-là, parce que l'américain, ça reste quand même un bourbier, c'est pas un cadeau. Mais je pense que le français peut remporter ce combat par décision. Donc je vous conseille Imavov, les amis, ça reste quand même le choix le moins risqué. Et on retrouve en main event catégorie lightweight, Renato Carneiro Moicano contre Benoît Saint-Denis. Donc Moicano, il est brésilien, il a 35 ans, 19 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur les 19 victoires, on a un seul finish par KO technique, 10 soumissions et 8 décisions. Pour ses 5 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique, une fois par soumission et une fois par décision. Il est sur une série de 3 victoires. Il a battu lors de son dernier combat Jalin Turner, c'était au mois d'avril 2024, par KO technique. Alors c'était quand même un combat qui avait été compliqué pour le Brésilien et c'est lui qui s'était fait toucher. Mais Jalin Turner a fait une erreur, il a voulu faire un walk-off KO, c'est-à-dire sonner son adversaire qui tombe au tapis et puis partir en marchant comme si l'arbitre allait arrêter, ce qui arrive très souvent à l'UFC, mais cette fois-ci Carneiro n'était pas complètement terminé, l'arbitre a laissé continuer. Ça a été l'erreur de Turner, je pense, parce qu'il aurait pu finir le Brésilien. Et bah du coup, Carneiro a réussi à reprendre le combat à son avantage, à emmener le Brésilien au sol et à le finir même par KO technique, ce qui était vraiment impressionnant. Mais ça avait quand même été difficile pour lui en striking, parce qu'on sait que Jalin Turner est très grand pour un lightweight et ça reste un bourbier en striking. Avant ça, il avait eu une belle victoire par décision contre Drew Dober au mois de février 2024, où il avait donc dominé l'américain qui est plutôt un striker, Dober effectivement, plutôt qu'un lutteur, et ça avait été compliqué les passages au sol. Donc il avait remporté le combat par décision unanime, et avant ça il avait soumis Brad Riddle, c'était au mois de novembre 2022. C'était au premier round. Il avait soumis par étranglement arrière. Sa dernière défaite donc avant ça remontait au mois de mars 2022 où il avait perdu par décision unanime en 5 rounds contre le très solide et expérimenté Rafael Dos Anjos. Avant ça il avait une victoire par soumission également contre Alexander Hernandez, et c'était en 2022 et en 2021 par soumission aussi au deuxième round contre G. Herbert. Et si on remonte pour une deuxième défaite plus en arrière, c'était au mois de décembre 2020 et Moicano avait perdu par KO au premier round contre le striker Rafael Fiziev. Si on remonte plus en arrière, il combattait chez les featherweights à l'époque aussi, avant de passer chez les lightweights, et il avait perdu contre Shang Tsung Jung par KO technique et contre José Aldo par KO technique également, les deux combats en 2019. Donc il a quand même
des défaites effectivement à l'UFC, mais ça reste quand même contre des gros noms, hein, Moïcano. Si on remonte plus en arrière, il avait soumis Cub Swanson, il avait battu par décision unanime en 2018 Calvin Kattar. Avant de perdre, il avait perdu en 2017 l'année d'avant par soumission contre Brian Ortega. Donc si on fait le récap des défaites de Moïcano, c'est Brian Ortega, José Aldo, Shang Tsung Jung, Rafael Fiziev et Rafael Dos Anjos. C'est que des gros noms des deux catégories chez les featherweights. Donc José Aldo, juste l'ancien champion, Shang Tsung Jung, le Korean Zombie, un top 5 des 10 dernières années, un des meilleurs combattants, qui a juste aussi soumis, par exemple, le Coréen, il a soumis Dustin Poirier dans sa carrière. On remonte plus en donc une autre défaite par KO contre Rafael Fiziev, qui avait mis KO Rafael Dos Anjos, et il a donc perdu contre Rafael Dos Anjos par décision, qui est un combattant extrêmement complet, le Brésilien. Donc Moïcano, on va dire que voilà, quand il perd, c'est vraiment contre le top du top. Ses derniers combats, donc c'est quand même des belles victoires contre des gros noms avec deux finishes. Une contre Brad Riddle et une contre Jalin Turner, et une domination en décision unanime contre Drew Dober. Donc vraiment, sur le papier, c'est très très chaud pour Benoît Saint-Denis. Donc il est opposé au Français Benoît Saint-Denis, qui est à 28 ans, 13 victoires pour 2 défaites en carrière. Sur les 13 victoires, on a 4 finishes par KO technique, 9 soumissions et aucune décision. Pour ces 2 défaites, il a perdu une seule fois donc par KO et une fois par décision. C'était lors de son combat chez les welterweight contre Eliseu Zaleski dos Santos, qui en plus était dopé. Donc son dernier combat, c'est sa défaite par KO contre Dustin Poirier, où il avait remporté le premier round en dominant l'américain grâce à son grappling. Ça avait quand même été compliqué en striking. Il essayait toujours de faire la guerre, Benoît, et face à un boxeur du talent et du niveau de Dustin Poirier, ça avait été quand même difficile. Mais il avait quand même néanmoins remporté le premier round avant de prendre cet énorme KO au deuxième round, où il s'était même pris un deuxième coup au sol alors qu'il était déjà allongé par terre. Ça avait été difficile. Donc il revient de cette grosse défaite qui était au mois de mars 2024 en plus. Avant ça, il avait donc battu Matt Frevola par KO avec son high kick, c'était au mois de novembre l'année dernière. Il avait battu Thiago Moises au mois de septembre l'année dernière également au deuxième round par KO technique. Il avait battu Ismaël Bonfim par soumission au premier round. C'était au mois de juillet 2023 où vraiment là ça avait été un combat à sens unique. Il avait battu Gabriel Miranda par KO technique au mois de septembre 2022. Et il avait battu, c'était Niklas Stolz, c'était au mois de juin 2022 par soumission. Donc que des finishes pour Benoît Saint-Denis quand il gagne. Et son dernier combat du coup, je pense que ça avait été une marche un petit peu trop haute, effectivement, Dustin Poirier, après Matt Frevola, et il avait donc perdu par KO. Il y avait eu aussi effectivement apparemment l'excuse du staphylocoque. Mais c'est vrai quand on regarde les combats de Benoît Saint-Denis contre Thiago Moises, Ismaël Bonfim ou Matt Frevola, les 3 derniers combats, et le rythme qu'il impose, c'est vrai que contre Dustin Poirier, même s'il remporte, on va dire sur le papier, le premier round, j'avais trouvé quand même Benoît Saint-Denis légèrement en dessous. Et c'est pas pour avoir une excuse ou quoi, il a perdu par KO contre un des tout meilleurs de l'histoire de l'UFC chez les lightweights. Mais je trouve quand même qu'il avait été un petit peu en dessous, effectivement, physiquement. Regardez quand même ses trois dernières victoires et son combat contre Dustin Poirier, c'était pas le même Benoît Saint-Denis. Donc après, tous les combattants, ça reste des humains. Des fois, on peut se présenter le jour du combat et être légèrement en dessous à cause de petits problèmes effectivement de santé. C'est une possibilité aussi, hein. Ça peut être effectivement à cause du voyage. Il y a des tas de choses qui peuvent jouer. On va aller regarder les cotes. Alors on trouve favori le français Benoît Saint-Denis avec une petite cote à 1,31 et une grosse cote à 3,10 pour Moïcano. Alors sur le papier, le français part largement favori, mais je pense que ça va quand même être un combat, il va devoir rester prudent, surtout au sol. Je pense qu'il aura l'avantage debout. Moïcano, dans son dernier combat contre Jalin Turner, ça avait été quand même compliqué en striking, et contre Drew Dober, il n'avait pas cherché longtemps à striker, il avait quand même emmené le combat au sol dès qu'il en avait eu l'occasion, sur les 3 rounds. Contre Benoît Saint-Denis, ça va être compliqué, je pense, au niveau du physique, parce que Carnero, à la base, c'était un featherweight. Et chez les lightweight, Benoît Saint-Denis, c'est quand même un très gros lightweight. Il est grand, il a un gros physique. Et je pense que le grappling va être à son avantage. Le striking également. Donc je pense que pour Renato, ça va vraiment être difficile dans le premier round. Une clé pour la victoire pour le Brésilien, ce serait éventuellement que la technique de Benoît Saint-Denis, donc d'aller chercher le finish dès les premiers rounds, ne passe pas. Que le combat atteigne par exemple le 3e round, que le cardio du Français commence à baisser. Là, il y aura peut-être une clé pour la victoire pour le Brésilien. Si vraiment le Français fait la guerre et que ça ne passe pas, ça pourrait être difficile sur les rounds de championnat, sur les rounds 4 et 5. Mais en vérité, je pense pas que ça aille jusque là. Je pense que Benoît va mettre une grosse pression si on le retrouve vraiment à son maximum. Il est en France, il y aura son public, il est en main event. Je pense que Benoît va être préparé comme jamais.
En plus, c'est avec sa nouvelle équipe, depuis qu'il a quitté son ancien club. Je le vois bien être capable de reproduire ce qu'il avait fait contre Ismaël Bonfim ou Thiago Moises, c'est-à-dire le rouleau compresseur. Réussir à emmener Carnero au sol. Carnero, du coup, sur le dos, à subir des frappes. Est-ce qu'il va réussir à installer son grappling? Ça me laisse beaucoup de doutes. Je vois quand même peu de chemin pour la victoire pour le Brésilien. Et je vois vraiment Benoît, vraiment, je pense qu'il va lui rouler dessus sur le premier round. Et peut-être un finish dans le premier, voire le deuxième. Donc je vous conseille de choisir Benoît Saint-Denis, les amis. Je pense que ça reste quand même le choix le moins risqué. Après, je vous conseille quand même de rester prudent sur l'ensemble de la carte. Les Français, franchement, ça va être compliqué pour eux sur les 6 combats. Et il n'y a que des bourbiers face à eux, il n'y a pas de combat facile. Voilà les amis, on en a terminé. J'espère que ces pronos vont être bons et surtout qu'il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale, comme d'habitude. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour analyser l'UFC 307 Pereira versus Rountree Junior. On aura également sur la carte principale pour la ceinture Bantamweight Raquel Pennington contre Juliana Pena et en welterweight Stephen Thompson contre Joachim Buckley. Il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs les amis, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous!